Dans cette vidéo, je vous propose de créer un champ de mot de passe avancé, c'est-à-dire un champ dont la force du mot de passe est réévaluée à chaque appui sur une touche et présentée sous la forme d'une icône juste à côté. C'est typiquement le champ que vous pouvez trouver sur les formulaires d'inscription lorsque vous créez un compte et que vous devez définir un mot de passe, ou encore dans les formulaires de réinitialisation de mot de passe. Il y aura 8 étapes. Nous préciserons d'abord les éléments de notre interface en HTML, puis nous leur donnerons un aspect sympa avec du CSS. Ensuite, nous ajouterons des icônes avec les librairies Bootstrap Icons, puis nous réagirons à chaque appui sur une touche en plaçant un écouteur d'événements. Après quoi, nous évaluerons en JavaScript la force du mot de passe, avec un focus particulier sur le mot de passe fort que nous traiterons avec des expressions régulières. On peaufinera l'exercice en veillant à ce que le mot de passe soit évalué au chargement de l'interface. Puis je vous montrerai une alternative au point 4, c'est-à-dire une autre manière de placer notre écouteur d'événements. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Je vais commencer ce projet en mettant en place l'interface en HTML, CSS et avec les icônes de Bootstrap. Et ensuite, je mettrai le JavaScript en place. On va commencer du coup en créant un nouveau fichier, index.html. Et ce fichier-là va être lié à du CSS. Je vais commencer par faire ce dossier CSS et le fichier à l'intérieur, style.css. Je vais prévoir le fait que par la suite il y aura du JavaScript, donc je crée mon fichier JavaScript ainsi que un fichier main.js. Et me voilà fin prêt avec tous mes fichiers de base. Dans le fichier index.html, je vais faire un point d'exclamation et je vais générer l'abréviation emmet pour avoir la structure de page HTML habituelle. J'enlève le lang égale en. Ici, mot de passe, je l'ai appelé mot de passe tout court. Et on va mettre en place le début. Donc le formulaire, il va être très simple. Ça va être un formulaire avec un titre, un champ de mot de passe et puis un bouton d'envoi. Donc ça va être forme. Peu importe l'action pour le moment. Ce qui va m'intéresser à l'intérieur, c'est de mettre un titre. Alors je peux l'intégrer à l'intérieur ou à l'extérieur, peu importe. Moi je vais le mettre à l'intérieur, je vais faire H1 ici. Réinitialiser votre mot de passe. Voilà. Et je vais mettre ce champ-là. Donc c'est un input de type. Alors normalement c'est password, mais pour qu'on voit les caractères que je vais mettre, dans un premier temps je vais mettre un type texte. Voilà. Je vais lui mettre le nom pass et pas d'ID. Je vais également marquer placeholder nouveau mot de passe. Et ensuite je vais mettre un input de type submit. Donc j'utilise les abréviations emmet pour générer ça. J'appuie sur tabulation et ça me génère donc ce bouton. Et là je vais marquer modifier le mot de passe. On va dire mon mot de passe. Voilà. À ce stade, on a du HTML mais pas du tout de CSS, donc on va regarder ce que ça donne. Je vais faire un clic droit, Open with Live Server. J'utilise pour ça l'extension qui s'appelle donc Live Server, qui ici, c'est une petite icône violette, pour afficher ma page avec du hot reloading, donc du rechargement à chaud, donc on peut voir les modifications en temps réel quasiment. Ça m'ouvre Chrome ici, ça me met ma page telle qu'elle est à l'heure actuelle. Et voilà, nous y voilà. Donc pour l'instant c'est pas très joli, on va rajouter du coup du CSS à l'intérieur. Donc pour le faire, je vais faire ma liaison avec le CSS, donc je vais aller chercher dans le dossier CSS le fichier qui s'appelle style.css, et je vais en profiter pour faire la liaison avec le JavaScript également, donc une valise script version src, qui va pointer sur js et main.js, et je vais rajouter le mot défaire pour différer l'interprétation de ce script, et prioriser le chargement de tout le contenu du body avant d'effectuer quoi que ce soit en JavaScript. Maintenant que mes deux liaisons sont faites, je vais pouvoir m'occuper du CSS pour que ça, ce soit un mot de passe, mettons un formulaire qui soit centré dans ma page.
Donc je vais aller ici, je vais faire un petit peu de place, je vais mettre en un peu plus grand à ce niveau-là. Voyons voir ça. Ok. Je vais donc pointer sur le formulaire dans un premier temps, forme. Et ce formulaire, je vais lui afficher des bordures, comme j'aime bien faire au début, de manière à pouvoir voir l'envergure de ce formulaire-là. Je vais ensuite faire en sorte qu'il soit centré dans ma page. Alors pour le centrer dans la page, il faut d'abord que HTML et body s'étirent sur 100% de la hauteur du navigateur. Je vais faire donc ça, et je vais rajouter ensuite une règle pour body, ce qui va me permettre de enlever les marges qui sont mises par défaut par le navigateur pour body, parce que si on fait pas ça, eh bien il va y avoir des mini scroll bars qui vont s'afficher. Là c'est pas le cas. Si j'essaye d'afficher une bordure autour de la page, vous voyez que body s'étire sur toute la hauteur. Alors ça dépasse un petit peu, on voit pas les bordures à droite et en bas, mais c'est tout simplement parce que ces bordures s'ajoutent à l'envergure qui a été définie à la hauteur de 100%. Si je rajoute box sizing border box, même si c'est pas nécessaire si on n'affiche pas les bordures, vous voyez que là, eh bien, vraiment on tire parti de toute la largeur de notre navigateur. Donc je vais utiliser ça. Voilà, parfait. Maintenant je vais centrer, maintenant que je sais qu'on tire parti de toute la hauteur de notre navigateur, je vais centrer ce formulaire dans ma page. Alors, je vais enlever le bordure, voilà, ça n'est plus nécessaire. Même le box sizing border box, du coup, il n'y en a plus vraiment besoin. Et comment je fais pour centrer le formulaire? Étant donné que c'est le seul élément de notre page, vous voyez, body contient seulement ce formulaire-là, eh bien, je peux faire en sorte que body soit une flexbox. Pour ça, je vais marquer display flex. Ok, par défaut, il y a donc deux axes qui se créent, un axe horizontal et un axe vertical, et les éléments ils sont alignés à gauche, c'est-à-dire en fait au début de l'axe principal, qui est horizontal. Donc c'est pour ça que notre formulaire il est là. Et en termes de sur l'axe secondaire, disons, ils s'étirent sur l'axe secondaire, ils sont en stretch. Donc moi ce que je voudrais c'est qu'ils soient centrés horizontalement et verticalement. Pour ça, je vais d'abord contrôler l'axe principal, je vais faire un justify content center, et je vais contrôler également l'axe secondaire en faisant un align items center. C'est comme ça qu'on contrôle les axes principaux et secondaires. Et donc là, vous voyez que le formulaire il est centré. Je vais maintenant travailler sur l'aspect de ce formulaire-là. Je vais mettre donc un fond coloré sur notre fond de page et un fond blanc sur ce formulaire-là. Pour ça, il y a un site qui s'appelle cssgradient.io. Là je peux générer un dégradé. Alors moi je vais laisser celui-ci qui me paraît pas mal, donc on pourrait le paramétrer, hein, on pourrait changer les couleurs, mais moi j'aime bien celui-là, et je vais marquer copy to clipboard. Donc je vais prendre ça et je vais l'ajouter sur body en fait, hein. Donc vous voyez les couleurs qui sont paramétrées ici, c'est du dégradé radial, il y a ces deux couleurs là, moi ça me va bien, hein. Ça me va très bien comme ça. Je l'ajoute à body, et du coup body, il a ce fond maintenant. Vous voyez, c'est en deux coups de cuillère à peau, on peut arriver à avoir un dégradé maintenant grâce aux nouveautés du CSS3. Je vais pouvoir mettre sur le formulaire un fond, on va faire simple, on va faire blanc. Je vais lui rajouter également un padding. Je vais mettre un padding par exemple de 5%, et je vais lui définir une largeur, donc un width, de, mettons, 70%. Voilà, donc il fait 70 plus 5 plus 5, il fait 80% en fait de mon navigateur pour l'instant, donc ça pourrait être amélioré en termes de responsive design, hein, on pourra limiter sa largeur avec une largeur maximum en cas de très grands écrans, mais vous voyez pour le mobile c'est acceptable également. Ensuite on peut toujours reprendre, hein, les largeurs. Vous pouvez également faire un box sizing border box, pour dire, attention, les paddings qu'on a définis sont compris dans le width, ce qui fait que au final, il fera pas 80%, il fera 70%. Le formulaire, il va pas être augmenté par le padding à gauche et à droite. Donc si je mets box sizing border box, vous voyez qu'il est plus petit, ça peut être peut-être un petit peu mieux pour l'aspect mobile, bon, éventuellement. On peut rajouter pour les grands écrans
peut-être un max width, ça peut être sympa. Si je fais un max-width, par exemple de 1000 pixels, eh bien, ça change rien pour les écrans mobiles, mais par contre pour les grands écrans, vous voyez, au bout d'un moment, il arrête d'augmenter. Voilà, peut-être un petit peu grand d'ailleurs, 1000 pixels, on pourrait faire plus petit, je pourrais faire par exemple 800 pixels. Dans tous les cas, il reste centré, mais vous voyez qu'au bout d'un moment, il arrête d'augmenter, en tout cas en largeur. Je vais ensuite enlever la bordure, parce qu'on voit bien notre formulaire, il y a peu d'intérêt à avoir une bordure. Je vais lui mettre les coins arrondis, donc c'est border-radius, par exemple de 20 pixels, et je vais lui mettre une ombre portée. Alors pour lui mettre une ombre portée, on peut utiliser Box Shadow, et là je vais préciser un décalage horizontal et vertical de 0, je vais lui mettre un flouté, par exemple de 15 pixels, voilà, je peux faire comme ça, et je vais lui... et un décalage également. Je vais également lui mettre une ombre portée qui va être d'une couleur, on va dire, blanche, donc ça va être 255 3 fois, et ensuite 0.5 par exemple. Ça fait ce petit flouté. Je vais ensuite travailler sur mes polices, donc je vais, en fait, alors pour le faire, je peux agir sur les H1 de ma page. Les H1 vont avoir déjà une margine à 0. Peut-être pas une très bonne idée en fait. Je pourrais mettre 0 en haut, 0 à droite, 20 pixels en bas et 0 à gauche. Peut-être un petit peu mieux comme ça. Au niveau des polices elles-mêmes, je vais mettre un fond de family. Par exemple, en Arial. Un petit peu mieux. Je vais descendre le font size. Du coup, au lieu que ce soit 2 EM par défaut, je vais mettre à 1.8 EM pour mes H1. Et ensuite, je vais travailler sur ce champ-là. En fait, sur ces deux champs. Alors, comment je fais pour empiler les éléments de mon formulaire? Moi, j'aimerais que ce bouton il soit en bas. Pour le faire, je vais dire que le formulaire lui-même est une flexbox. Donc, je peux faire display flex comme ceci. Par défaut, les éléments ils vont se mettre côte à côte sur l'axe principal qui se trouve être l'axe horizontal. Mais pour les empiler, pour pas qu'ils soient côte à côte mais les uns au-dessus des autres, eh bien il suffit de mettre un flex direction à column. Alors, si vous faites ça, ils vont être tous empilés, donc on commence à être un petit peu mieux au niveau du formulaire. Je vais pouvoir travailler sur les champs maintenant qui sont à l'intérieur. Je peux faire form input. Et là, l'avantage, c'est que... Alors, je sais pas si c'est forcément un avantage, mais je vais travailler à la fois sur ce champ-là et ce champ-là, parce que ce sont deux balises input, hein, on a vu dans le HTML, input et input. Ce qui les différencie, c'est leur type texte et type submit. Je vais dire qu'ils ont un height à 35 pixels. Pour les hauteurs, il vaut mieux mettre du pixel. Je vais mettre aussi une marge... en dessous de chacun de ces éléments. Donc par exemple, je vais mettre 10 pixels pour essayer, peut-être pas assez, mettre 15 pixels, voilà, c'est pas mal. Et ensuite, je vais aller agir spécifiquement sur l'input qui a l'attribut type. Alors l'attribut c'est crochet qu'on peut mettre, égale submit. Voilà, là je vais pointer dessus. Et je vais dire, par exemple, cet élément, mais finalement, je vais annuler son margin bottom. Lui, il n'en a pas. Margin bottom, 0. Et éventuellement, on pourrait le mettre d'une autre couleur. Hein. Je pourrais dire, par exemple, je pourrais reprendre la couleur qui était définie ici, par exemple celle-ci. Lui mettre une couleur de texte white et un background de cette couleur. Ça me... Alors... évidemment... Ah, c'est mieux comme ça. Je peux lui enlever également ces bordures qui sont mises par défaut, hein, border none.
et éventuellement lui augmenter sa font size. Font size, par exemple, on pourrait mettre 1.2 EM. Peut-être un petit peu beaucoup. Si je mets 1 EM, c'est déjà pas mal. Éventuellement, on peut le mettre, on peut faire un, alors je sais plus comment ça s'appelle. Je voulais mettre les polices en majuscules, et j'avoue que on me rappelle plus, c'est peut-être font variant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est font variant. Donc je pourrais mettre small caps, ça pourrait être pas mal ça. Voilà, ensuite pas forcément en fait. On va peut-être pas mettre cette valeur là. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Small caps. Est-ce que je peux mettre uppercase? C'est pas celle que j'utilise le plus. Non, ça marche pas. Alors, CSS font variant. Voyons voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme valeur pour cette propriété-là? On a normal, small caps, initial, inherit. Eh bien, je vais bien mettre small caps du coup. Small caps. Mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever du coup la majuscule ici, parce que sinon ça faisait un petit peu bizarre. Donc voilà, j'enlève la majuscule, c'est tout des minuscules, sauf que je mets small caps. Alors, autrement, j'aurais pu mettre des majuscules directement en HTML, mais bon, c'était l'occasion de voir cette propriété-là, d'autant que je m'en rappelais plus trop non plus. Donc voilà. Au niveau de la taille de cette police, ici, c'est le formulaire form input qui me permet de le faire. Je vais faire un font size. En fait, plutôt le font size de 1 EM, je vais pas le mettre là, je vais plutôt le déplacer, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça agit sur les deux champs d'un coup, et je pense que c'est pas trop mal comme ça. On pourrait définir que le mot de passe serait centré ou autre, mais je pense que comme ça c'est pas trop mal. En tout cas, c'est un style qu'on peut appliquer. Vous pouvez évidemment choisir un autre style. Moi, ça me va pas mal. Ce qu'on va faire ensuite, c'est intégrer une icône, parce que pour évaluer la force du mot de passe, je voudrais représenter cette force, donc il y aurait trois manières de l'évaluer. Ce serait un mot de passe faible, moyen ou fort, mettons. On pourra rajouter très fort, etc. Mais moi, je vais faire 3 niveaux. Et je pourrais les représenter par du texte qui sera à côté ou en dessous. Je pourrais aussi faire une icône sur le côté. Donc moi, je vais m'orienter sur ça. Pour ça, je vais avoir besoin des Bootstrap Icons. Alors, en fait, ça pourrait être n'importe quel jeu d'icônes, hein, mais vous voyez, si vous allez sur ce site, icons.getbootstrap.com, eh bien, c'est assez facile d'utilisation. Vous cliquez sur Install, il va vous emmener tout en bas de la page, et là, vous allez trouver, par exemple, le CDN. Alors, c'est une méthode d'installation. Vous pouvez aussi télécharger le fichier qui va bien. Mais là, il se trouve que si vous prenez le CDN, simplement le CDN, vous voyez, c'est en grand écran, ça fait comme ça, là. Si je clique sur cette icône, tac, je peux aller dans mon HTML et je peux rajouter cette icône. Alors moi, je le mets au-dessus de ma feuille CSS, vous voyez, je rajoute ça. Et à partir de là, je peux utiliser les icônes de Bootstrap. Alors on va pouvoir évaluer la force du mot de passe. Il y a plusieurs manières, enfin il y a plusieurs icônes qui pourraient aller pour ça. Vous avez par exemple, vous voyez, des icônes avec des 1, 2, 3, 4, etc. Là, vous avez ce genre de choses. Vous pouvez aussi utiliser d'autres icônes. Par exemple, si je mets réception, on peut utiliser, vous voyez, ce genre d'icônes de signaux Wi-Fi. Moi, je me dis, tiens, je vais utiliser ça. Alors, le problème, c'est que là, il y a 4 niveaux. Est-ce que si je mets Wi-Fi, je peux avoir quelque chose d'un petit peu mieux? Là, j'ai 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Le problème, c'est que, bon, Wi-Fi, c'est très connoté Wi-Fi, quoi. Donc là, vous pouvez imaginer ce que vous voulez comme icône. Si je mets force, est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'a rien du tout. Si je mets... bon, sinon je vais prendre les nombres. Je vais prendre 1, 2, 3, je vais prendre comme ça. Ou ça pourrait être des smileys, tiens.
Si je mets smiley, si je mets happy, voilà, vous voyez, là on y arrive, Là vous avez des happy face, donc moi je pense que je vais utiliser ça finalement. Ça va être l'icône moyen, ça va être l'icône fort. Voilà, on va partir sur ça. Alors comment on fait pour utiliser une icône? Et je vais faire ça. Je clique sur Icon Font ici, hop, et je peux la placer directement. En fait, si je la copie-colle comme ça, vous voyez que ça a des classes Bootstrap Icon et Bootstrap Icon Emoji Smile, par exemple pour celle-ci, mais ça va dépendre ensuite de l'icône. Bien, vous voyez directement apparaître cette icône. Ensuite, on va pouvoir l'améliorer, hein, la rendre plus grosse, la mettre sur la droite, etc. Mais de base, c'est très très simple d'utilisation. Donc moi, je vais récupérer mes 3 icônes ici. Ça va être l'icône pour la force moyenne. Je vais mettre également cette icône-là. Me paraît pas mal celle-là. Pour quand on est très content, quand c'est un mot de passe considéré comme fort. Donc ça, c'est Emoji Loafing. Hein, normalement, pas de problème. Et il me faudrait une icône où le gars il est pas content, quoi. Hein. Donc on va mettre sad. Est-ce que... Ouais, si, parfait. Voilà. Donc je vais prendre celle-ci. Frown pour la force faible du mot de passe, quoi. On va faire comme ça. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez évidemment changer les icônes comme vous préférez. Moi, ce que je vais faire, c'est garder une seule icône pour l'instant. Les 2 autres, je vais les commenter. Donc, je vais faire un petit commentaire en HTML. Et je vais en garder qu'une seule. Et ce que je vais faire, c'est faire en sorte qu'elle s'affiche sur la droite comme ça. Pour ça, je vais la lier à mon champ. Je vais faire donc un div ici. Ça pourrait être autre chose qu'un div. Hein. C'est n'importe quel conteneur qui pourrait faire l'affaire, une section, ce que vous voulez. Mais div, c'est bien pour tout ce qui est purement esthétique en fait. Donc là, c'est vraiment le cas. Donc je vais garder un div. Et ce div, je vais mettre une classe champ icône. Voilà. Donc je vais devoir retourner dans mon CSS pour faire en sorte que ces icônes, que cette icône, on va dire, elle s'affiche correctement dans ce champ. Bon, les autres icônes, hein, quand on les affichera, ce sera simplement en fait une variation de cette classe qu'on va faire, mais ce sera toujours cette même balise en fait. Hein. Grosso modo, les 2 autres, elles seront ici, quoi. Voilà. Alors vous voyez que quand on fait ça, le champ il a rétréci. Et puis cet élément il se met bien à droite, mais j'aimerais qu'il soit plus plaqué sur la droite comme ça. On va retourner dans le CSS. Là, je vais faire un form.champ icône. Et alors, je vais aller chercher les inputs. En fait, je vais distinguer les inputs et l'icône, justement. Je vais faire form.champ icône et i. Alors effectivement, on a déjà agi sur tous les inputs du formulaire, mais ça c'était en masse, hein, c'était à la fois sur ce champ et ce champ. Et là, je vais pouvoir aller faire on va dire des corrections. Donc je vais placer ça en fait tout en bas de la page. Et comme ce sélecteur-là, il est plus précis que ce sélecteur-là, eh ben c'est lui qui prendra la priorité s'il y a des conflits, on va dire. Donc on va regarder ça. Lui, par exemple, je vais commencer par lui dire qu'il a un width de 80%, on va dire. Ah, c'est pas mal. Width de 80% de champ icône, du coup, hein, mais champ icône, comme il fait déjà 100% du formulaire, bah, on revient à peu près à ce qu'on avait tout à l'heure. L'icône, elle va avoir un width de 20%. En fait, ce sera pas exactement, pas forcément hyper précis. On va voir, vous voyez, si j'affiche un background, par exemple blue, on va voir, il peut y avoir des histoires de marge, etc. Et vous voyez que là, pour l'instant, le width, il a même pas pris en compte. Alors pourquoi? Parce que les icônes, ce sont pas des blocs. Donc, comme ce sont pas des blocs, eh ben, ils s'étirent pas et ils sont pas dimensionnables. Pour qu'ils soient étirables, vous pouvez faire un display bloc. Et si vous faites un display bloc, il va aller à la ligne, parce que les blocs, ils provoquent des soulignes. Vous pouvez également faire un inline-bloc, comme ceci. Sauf que là, il n'a pas assez de place pour s'afficher. Donc, pour pallier à ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez dire, attention,
les widths qu'on définit, c'est bordure et éventuellement padding compris, marge interne comprise. Donc si vous faites ça, white sizing border box également là, voilà, ça peut aller un peu mieux. Le truc, et ça c'est un peu spécial, c'est que non seulement on n'est pas sûr qu'il y ait des margines, donc vous voyez on pourrait faire margin 0 et margin 0 ici, mais en plus le fait que dans le HTML il y ait ce saut de ligne là, regardez ce que ça fait que c'est à cause de ce saut de ligne en fait qu'il y avait un mini espace en fait, un mini nœud de texte vide en fait. Ça fait qu'il n'y avait pas assez de place pour que l'icône qui prend 20% s'affiche pile poil à côté du champ qui prend 80%. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez dire bon ben ça c'est en display inline block, mais il faut veiller dans ce cas à enlever cet espace là. C'est un peu casse-gueule. Il y aura des manières de faire autrement avec JavaScript pour enlever automatiquement tous les nœuds vides comme on a créé en faisant cet espace là. Mais vous voyez, moi en fait cette manière de disposer les éléments, même si elle peut marcher, j'aime pas trop. Je trouve ça trop fragile en fait. Alors d'ailleurs, je m'étais trompé là. Voilà, c'était margin 0 ici, mais ça change pas grand chose. Donc comment on peut faire autrement? Eh bien, on peut enlever. Vous allez voir que ça va se simplifier pas mal. Je peux enlever en fait tout ça. Je vais garder le background pour qu'on voit bien l'espace de notre élément. Je vais enlever également ce margin et ce box sizing. Donc vous voyez que je reste comme ça. Et je vais agir sur form.champ icône. Et je vais dire que ça c'est encore une flexbox. Display flex. Voilà, je peux faire comme ça. Donc si je fais display flex, même chose, il y a deux axes qui sont créés, il y a un axe horizontal qui est l'axe principal, il y a un axe vertical qui est l'axe secondaire. Les éléments, ils s'étirent, vous voyez, vous le voyez avec celui-là, ils s'étirent sur l'axe secondaire et ils sont côte à côte sur l'axe principal. Lui, il a une hauteur qui a été définie. Elle a été définie où? Elle a été définie ici, ce height à 35. Donc je peux appliquer cette même hauteur à mon icône. Donc l'icône, elle est ici. Je peux lui mettre un height 35. Et ensuite, là, il y a des histoires de marge interne et de bordure qui augmentent en fait la taille de ce champ-là. Donc si je veux pas, si je veux qu'ils aient vraiment pile poil la même hauteur, je peux remettre du coup ce box sizing border box. Et vous voyez que là, on est bien. Là, les marges internes qui avaient été mises par défaut par le navigateur pour les champs de texte, eh bien, elles sont comprises maintenant dans la hauteur que j'ai définie ici. Hein. Voilà. Donc là, on est pas mal. Maintenant, au niveau de cette icône-là, moi, j'aimerais que cette icône elle soit centrée dans son conteneur. Comment on fait ça? Encore une fois, on peut refaire un display flex. En fait, vous pouvez mettre plein de flexbox. C'est très pratique dès que vous voulez centrer les éléments, notamment. Ça sert à plein de choses, mais notamment pour centrer les éléments et notamment les centrer verticalement en particulier, ce qui est pas évident quand il n'y a pas de flexbox. Là, c'est pratique. Vous voyez, en très peu de temps, je peux centrer mon icône. Et ensuite, en termes d'aspect, vous pouvez faire deux variantes. Soit vous mettez, vous voyez, une icône qui ressort et vous pourrez faire changer la couleur de fond par la suite de votre champ. Vous pouvez faire comme ça. Soit vous pouvez mettre plutôt une icône blue comme ça et un background qui est white ou qui est transparent, enfin que vous précisez pas. Donc vous voyez, vous avez vraiment les deux possibilités. Moi je vais peut-être rester sur ça et je vais également augmenter la taille de cette icône. Alors les icônes c'est comme du texte en fait, hein. C'est-à-dire vous allez utiliser font size, en tout cas pour ces icônes là, pour augmenter leur taille. Si je mets par exemple 1.8 EM, vous allez voir que cette icône elle augmente bien en taille. C'est un peu trop là, c'est un peu trop, donc je vais passer sur peut-être 1.4 EM, et là j'ai mon icône, voilà. Éventuellement celle-là elle pourrait être en red, mais ça peu importe, parce que ça on pourra le gérer en JavaScript justement, l'icône ici. On aura deux moyens de faire, en fait, soit on crée des icônes et on leur rajoute une classe faible, moyen, fort par exemple, soit on gère leur couleur en JavaScript. Donc moi je vais utiliser cette autre solution. En tout cas, là on a quelque chose qui fonctionne bien pour l'instant. On a donc fini le HTML, on a fini le CSS, et maintenant on va pouvoir s'atteler
au JavaScript. Alors quand on y réfléchit, quand est-ce qu'elle doit changer cette icône? Elle doit changer lorsque l'on tape des éléments dans notre champ ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rajoute une lettre, normalement ces lettres seront grisées, eh bien je dois réévaluer la force du mot de passe, et je dois du coup changer l'icône en conséquence s'il y a besoin de la changer. Donc pour le faire, eh bien, je vais commencer par placer un écouteur d'événements sur ce champ-là. Je peux le faire en JavaScript, ou je peux le faire ici, directement. Alors voyons si je le fais, par exemple, ici. Je vais marquer on input. On pourrait faire aussi on key up, ça marcherait. Égal évaluer force. Voilà, évaluer force. Donc vous voyez ce que je fais, je dis que à chaque fois qu'on appuie sur, dès qu'il y a un input, en fait, dès qu'il y a une nouvelle lettre, eh bien, on va appeler une fonction qui s'appelle évaluer force. Alors, pour l'instant, je l'ai pas encore créée, mais je vais pas tarder à la créer. Et ce que je vais faire aussi, c'est transmettre vis ici. Alors ce mot-clé-là, lorsqu'il est utilisé dans un écouteur d'événements, alors ici c'est on input l'écouteur d'événements, sur une balise, eh bien ce vis fait référence à la balise. C'est-à-dire qu'en fait ce vis, ça correspond à toute cette balise-là. Et moi, c'est très intéressant pour moi d'avoir cette balise-là, parce que si j'ai une référence à cette balise, alors je peux faire référence à sa propriété value, et ça correspond à ce qui a été renseigné dans le champ. Du coup, ça me permettra d'évaluer la force du mot de passe. Donc voilà, mon appel a été fait, et je vais pouvoir maintenant faire référence à cette fonction. Function évaluer force. Cette fonction va donc prendre une référence au champ, en l'occurrence. Attention, c'est pas le mot de passe à ce stade, c'est la balise du mot de passe. C'est-à-dire que si je fais un console.log de champ ici, et que j'affiche ma console ici, eh bien vous allez voir que à chaque fois que j'appuie sur une touche, en fait j'ai pas le mot de passe, j'ai la balise. Si au lieu de faire référence au champ, je fais champ.value, alors là ce que je vais avoir c'est vraiment les lettres qui sont dans le champ. Ça c'est intéressant pour moi pour évaluer la force du mot de passe. Alors qu'est-ce que je vais imaginer comme force possible? Donc j'en ai 3. Je vais considérer, on va le faire ici, que les règles que je vais utiliser, c'est le mot de passe va être faible entre 0 et 6 caractères, et on va dire 5 caractères. Ensuite, il va être moyen entre, à partir de 6 caractères. Donc 6 caractères et plus. Et il va être fort si on match l'expression régulière, donc qui définit le format d'une chaîne. Alors laquelle? Si on match l'expression régulière des mots de passe forts. Donc en fait c'est par exemple un site qui s'appelle ihateregex.io. Et donc ce site, il me permet de chercher des expressions régulières. Alors je peux taper ce que je veux, par exemple je peux chercher un email simple, compliqué, etc. Et je peux chercher password. D'ailleurs c'est quelque chose qui apparaît en page d'accueil. Vous voyez là il y a password. Il y a aussi email, il y a IP adresse, date, etc. Donc si je clique sur password, et par exemple que je me mets en plein écran, je vois ici cette expression régulière qui correspond en fait à ça, c'est-à-dire vous voyez c'est une chaîne de caractères qui contient au minimum 8 caractères, au moins une majuscule anglaise et une minuscule anglaise, un nombre et un caractère spécial. Je clique sur copie. Alors vous pouvez en trouver d'autres, des expressions régulières sur le net, sur les forums, etc. Pour les mots de passe forts, c'est vraiment pas ça qui manque. Moi je vais utiliser celle-ci. Et donc, l'expression régulière des mots de passe forts, ça va être celle-ci. D'accord? On va considérer que notre mot de passe, il va être évalué avec une force forte si ça match cette expression régulière qui se trouve du coup sur
ce site-là. D'accord? Alors, comment on fait ça dans notre fonction? On sait que notre fonction, elle est appelée à chaque fois qu'on a déjà une touche ici. Pour évaluer les deux premières forces, faible et moyen, ce que je vais faire, c'est déjà me baser sur le nombre de caractères. Donc, je vais dire if champ.value.length, c'est-à-dire le nombre de lettres de la valeur. Si ça, c'est inférieur à 6, déjà, il n'y a pas photo, on est sur du faible. Else, là, on est minimum sur du moyen, mais on peut aussi être sur du fort. Donc dans un premier temps, je vais faire cette distinction là sur simplement le nombre de lettres. Et ensuite, je rajouterai le fort. Alors qu'est-ce que je vais faire en cas de mot de passe faible? Eh bien, cette icône, je dois m'assurer qu'elle soit en rouge et qu'elle représente le smiley pas content, quoi. Donc pour ça, je vais regarder la classe. Donc vous voyez, c'est celle-ci. Hein. Effectivement, par défaut, déjà, c'est ça, mais en l'occurrence, il faut que je m'assure que ce soit ça. Donc je vais lui rajouter, et même s'il l'avait déjà, au pire, ça changera rien. Et ce que je vais faire, c'est m'assurer qu'il ait cette classe-là. Alors pour pouvoir le contrôler, je vais devoir faire une sélection de cette icône-là. Comment je fais cette sélection? Je vais pouvoir la faire ici, par exemple. Je peux la faire au début. Hein. Je vais marquer icône, et l'icône c'est document.querySelector de l'élément qui est dans le formulaire et qui correspond à une icône. On pourrait marquer aussi point champ icône, comme ça il se passe i. Une fois que j'ai cette icône, eh bien je peux la modifier. Donc je vais dire icône.className, et je vais dire que la classe que je veux imposer à cette icône, c'est ça. En réalité, c'est une double classe. J'aurais pu faire .ClassList.add deux fois, en mettant d'abord la classe BI, puis ensuite celle-là. Mais là, je peux le mettre tout d'un coup. L'autre chose que je veux faire, c'est modifier la couleur de cette icône. Donc, je vais marquer icône.style.color égale red. Voilà pour mon icône. Alors, ce qui va être intéressant, c'est si je vois une variation de cette icône. Donc, je vais prendre ça, et je vais placer le style pour l'icône en force moyenne. Dans ce cas, alors, quelle est la classe qu'il faut utiliser? C'est smile, hein, ici. Hop. Je vais la mettre ici. Et je vais mettre la couleur orange. Voilà pour déjà une première modification de cette icône. Donc, vous voyez, si je fais ça, elle est en rouge, ça c'est pas mal. Et puis, une fois que j'ai passé les 5 caractères, je vais passer en icône orange. Vous voyez que ça va un petit peu mieux comme ça. Par contre, je peux mettre autant de caractères que je veux après, ça va pas rechanger par la suite, c'est-à-dire que ça peut pas être fort à ce stade-là. Si je diminue le nombre de caractères, ça peut repasser à rouge, mais là, vous voyez, je suis comme ça. Alors on va s'occuper maintenant de la partie de l'évaluation du mot de passe fort avec des expressions régulières. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est une fonction à part que par la suite j'appellerai ici dans mes tests. Cette fonction, je vais l'appeler isStrongPWD et je vais lui passer une chaîne de caractères. Ce qu'elle va faire, cette fonction, c'est retourner vrai si la chaîne que je lui passe correspond à un mot de passe fort, et false si la chaîne que je lui passe correspond à un mot de passe pas fort. Enfin, je veux dire, si ça ne matche pas l'expression régulière du mot de passe fort. Donc ce qu'on va faire ici, c'est faire un let RE, ça veut dire regular expression, c'est souvent ce qu'on voit dans les exemples d'ailleurs. Et là, j'ai deux écritures possibles en fait. Je peux marquer new reg exp, parce qu'on utilise cet objet-là en JavaScript, et je peux lui passer en paramètre bien une expression régulière qui correspond à un mot de passe fort. Donc vous voyez, là, je vais aller sur ce site. Donc en fait, je rappelle, pour y aller, il suffit d'aller en fait sur I hate regex. Et ensuite, vous allez sur password. Ça revient au même. Et là, je vais copier ça. Et je peux le passer ici. Ça, c'est une première façon de l'écrire. Alors attention, il faut enlever les espaces ici. Voilà, ça c'est un mot de passe fort.
ce que je vais faire, moi, c'est utiliser une syntaxe un petit peu plus courte que ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, je vais faire //. Et quand on crée une chaîne de caractères, on met des guillemets simples ou des guillemets doubles, mais quand on crée des expressions régulières, une notation plus courte, ça correspond à ces slash qui entourent votre expression régulière. Donc ici, je vais coller mon expression régulière, et en fait, ça revient au même, hein. Vous avez toujours un objet regexp. Voilà. Alors, il se trouve que, si on va sur la doc JS regexp, regular expression, eh bien, on voit que c'est comme ça qu'on en crée, mais tout à la fin, ils vous disent, quand vous avez une expression régulière, vous avez différentes méthodes, et notamment, il y a une méthode qui s'appelle test ici. Donc, si je fais un return de re.test et que je lui passe ici la chaîne, eh bien, ce que ça va faire, c'est prendre cette chaîne que je vais passer en paramètre lors de l'appel de la fonction, et ça va la confronter à l'expression régulière. On va voir si ça match. Si l'expression régulière qui correspond au mot de passe fort match avec la chaîne que je lui passe, eh bien, le test va retourner vrai. Donc, je dirais que la fonction elle-même retourne vrai, retourne true. Si par contre ça matche pas, c'est-à-dire la chaîne ne correspond pas à un mot de passe fort, eh bien, re.test va retourner false, et c'est ça que va retourner du coup cette fonction. On va faire le test. Si je fais un console.log de, par exemple, is a strong password, et je lui passe par exemple AAA, ça c'est pas un mot de passe fort. Donc ce que je vais obtenir ici, c'est un false. Par contre, si je mets une majuscule, alors pour l'instant c'est toujours false, si je mets 3 majuscules, c'est toujours false, et si je mets en plus un caractère spécial et un nombre, là j'arrive à 8 lettres, majuscule, minuscule, caractère spécial et nombre, et là ça devrait correspondre à un mot de passe fort. On va faire le test, vous voyez là j'ai un trou. Donc vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour n'importe quel format, que vous souhaitiez valider un numéro de téléphone français, ou un mot de passe fort, ou un email, ou ce que vous voulez. Du moment que vous avez un format à valider, eh bien vous pouvez utiliser ce genre de fonction. Vous avez juste à remplacer l'expression régulière. Vous pouvez la trouver sur i8, regexp ou n'importe quel site, hein, ou même des forums, et vous allez pouvoir comme ça confronter n'importe quelle chaîne à cette expression régulière et évaluer si ça correspond ou pas. Donc moi je vais l'utiliser pour évaluer la force de mon mot de passe. Je sais que de toute façon, pour qu'un mot de passe soit fort, forcément il faut qu'il soit dans ce else là. C'est une obligation en fait qu'il soit là, puisque il faut qu'il y ait au moins 8 lettres. Donc déjà s'il a moins de 6 lettres et qu'on se trouve ici, c'est mort. Donc c'est ici que ça va se passer. Et là je sais pas en fait, quand je suis dans ce else, je sais pas si c'est juste un mot de passe moyen ou carrément un mot de passe fort. Donc je vais faire un test, je vais faire un isStrongPassword ici. Je vais dire if isStrongPassword, et là je vais lui passer quoi comme chaîne? Je vais lui passer champ.value. Attention, faut pas lui passer champ.value.length, hein, comme on l'avait fait là, c'est vraiment la valeur qu'il faut lui passer. Donc là, on va dire, si ce test est vrai, c'est-à-dire si cette fonction sous-entendue, elle renvoie true, hein, c'est comme si on marquait ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le marquer, mais ça revient au même. Eh bien, dans ce cas, on est en présence d'un mot de passe fort. Sinon, c'est juste un mot de passe moyen. D'accord? Donc ça, je vais le déplacer ici. Et voilà. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir évaluer la force de mon mot de passe. Donc là, j'ai les forts. Donc je vais prendre ces deux lignes-là. Et je vais les mettre ici. Donc là, c'était quoi l'icône? C'était loafing, emoji loafing. Je vais prendre ça, et voilà, je le copie ici. Et là, je vais mettre du lime, par exemple, ça va être du vert fluo. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est tester tout ça. Donc je vais aller me mettre ici. Je mets bien à jour. Si je mets, vous voyez, 6 lettres, bon, très bien, effectivement, je passe un mot de passe moyen, ça marche toujours, hein, au passage. 7 lettres, 8 lettres, 9 lettres, etc. Pas de changement, ça reste un mot de passe moyen. Et si par contre je mets une majuscule, si je mets un caractère spécial, et si je mets au moins un nombre, alors j'ai une icône qui est contente. Alors, je vais fermer ça. Je vais constater aussi que si je charge ma page au début, vous voyez, même si j'ai des lettres, en fait, alors donc ces lettres vont rester,
mais je suis pas sûr que l'icône du démarrage de ma page corresponde à ce que j'ai initialement. C'est-à-dire si la page elle vient d'être chargée mais j'ai pas fait d'input sur ce champ-là, je suis pas certain à ce stade que l'icône matche toujours. C'est-à-dire qu'on va faire un petit test, je vais mettre plein de lettres ici, je vais faire comme ça, je vais mettre un nombre, je vais mettre un mot de passe fort et je vais juste recharger ma page. Et vous voyez le problème, c'est que si votre champ est initialisé avec quelque chose ici, qui correspond à un mot de passe fort, parce que d'ailleurs, attendez, est-ce que j'ai mis une majuscule? Non, voilà, là je mets une majuscule, je recharge ma page, ça c'est un mot de passe fort, mais vous voyez que l'icône ne correspond pas à ce qu'il y a là. C'est-à-dire qu'en fait, au démarrage de la page, vous n'avez pas une évaluation du mot de passe. Par défaut, ce que vous voyez ici, c'est l'icône que vous avez dans le HTML. Vous voyez, c'est celle-ci, quoi, qui a été mise en dur. Et ça, c'est pas bon. Ce qu'il faudrait faire, c'est prendre en compte le fait que le champ, possiblement, il pourrait être déjà, il pourrait déjà comprendre une valeur dès le chargement de la page, et déjà faire une évaluation de la force du mot de passe à ce stade-là. Alors, comment je vais faire cette nouvelle évolution? Ça va être assez court, ça je peux l'enlever. Ça, je peux la replier, enfin, je peux la laisser comme ça, remarquer aussi, Je peux replier cette fonction. Oui, je vais quand même replier celle-là. Ça, je vais l'enlever également. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire en sorte qu'évaluer force soit appelé une première fois au chargement de la page. Donc, pour le faire, ce que je peux faire, c'est faire une sélection de mon champ. Alors, comment je fais pour sélectionner le champ? Eh bien, je peux faire champ comme ça, qui correspond à l'input qui se trouve dans champ icône. Voilà. Ou c'est, je peux même être plus précis, c'est l'input qui a un type, qui a un name, qui correspond à pass. Voilà. Pourquoi? Parce que mon icône, elle a ce name qui est égal à pass. Donc je me dis, je vais sélectionner ça. Je vais le sélectionner en JavaScript ici. Et je vais faire une relation en 3 parties, c'est-à-dire je vais mettre le champ, je vais définir un événement, et je vais faire référence à cette fonction en cas de lors du chargement de la page. Voilà, plus exactement. D'ailleurs, non, j'ai même pas besoin de faire ça, parce que ça nécessiterait que la fonction elle ait un événement ici qui soit transmis, alors c'est le champ qu'on passe, donc c'est même pas la peine de faire ça en fait. Il est même plus simple, je peux faire juste évaluer force, et je lui transmets le champ, voilà, au démarrage. Voilà, je peux très bien faire comme ça, et ça suffira. Ça veut dire, on évalue la force de notre champ au démarrage de la page, tout de suite. Donc là, vous voyez, si je refais le test de tout à l'heure, là j'ai mon champ qui a été renseigné déjà avec un mot de passe fort. Et bien si je recharge ma page, on a tout de suite l'icône verte en fait, on n'a plus l'icône rouge de tout à l'heure, donc dès le début on sait que le champ va être évalué une première fois. Voilà. Et on peut se dire, quitte à sélectionner le champ en JavaScript, vous avez une alternative du coup, si vous ne souhaitez pas placer l'écouteur d'événements comme ceci là, en HTML, mais que vous souhaitez du coup également placer l'écouteur d'événements en input en JavaScript. Alors comment faire ça? Vous voyez, je vais l'enlever dans ce cas. Je me dis, de toute façon j'ai dû le sélectionner le champ, donc je peux faire aussi cette relation en 3 parties, c'est-à-dire la balise, c'est-à-dire le champ, l'événement et la fonction exécutée directement en JavaScript. Alors comment je fais ça? Je vais rajouter simplement champ.onInput égale, et là je vais faire une fonction anonyme. Et je vais faire comme ça là. Je vais faire une fonction anonyme. Et cette fonction, elle va automatiquement être appelée par JavaScript en cas de nouvelles lettres appuyées, avec des informations sur l'événement. Vous voyez, si je fais console.log sur de E là, eh bien, à chaque fois que j'appuie sur des touches, vous voyez là j'ai des informations sur l'événement. Parmi ces informations, j'en ai une qui est target. Si je fais e.target, eh bien vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur les touches, j'ai le champ lui-même. Donc ça fait que je peux utiliser ce e.target pour appeler cette fonction automatiquement. On va essayer de le faire. En fait, je vais faire évaluer force de e.target. Cette fonction qu'on a créée, elle a besoin d'avoir une référence au champ.
moi la référence au champ c'est e.target. Parmi toutes les informations sur l'événement qui est transmis automatiquement lors de l'appel de cette fonction, eh bien e.target ça correspond à mon champ. Donc en fait je peux finalement placer un écouteur d'événement comme ça. J'appelle une première fois cette fonction en chargement de la page en lui transmettant une référence au champ que j'ai sélectionné ici, et je peux aussi faire en sorte que à chaque appui sur une touche sur ce champ, eh bien là aussi EvalueForce soit appelé. Donc ça vous évite dans ce cas de placer un écouteur d'événement ici, et vous pouvez dans ce cas tout faire en JavaScript si vous le préférez. Vous avez les deux possibilités en tout cas qui fonctionnent. Vous voyez, dans ce cas-là, dès le chargement de ma page, là j'ai un mot de passe fort, et lui il est content, mais en plus à chaque fois que j'appuie sur une touche, vous voyez, si j'ai ça par exemple, il est réévalué, d'accord, le mot de passe, dans tous les cas, il est évalué, sa force est évaluée. Donc on arrive à la fin de cet exercice-là. Alors juste un petit truc, là je m'étais trompé, hop, c'est pas mon mot de passe, c'est mon mot de passe que je voulais mettre, voilà. Et on est bon. Notre champ de mot de passe avancé est à présent terminé. Félicitations si vous avez réussi à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi retrouver le code avec le lien en description. Et si vous avez des suggestions d'exercices, n'hésitez pas là encore à utiliser les commentaires pour me les proposer. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos.